bonjour à tous. Merci d'être là, ça fait plaisir. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et vu que c'est la fin du forum, je tiens déjà à remercier évidemment tout la FUP et l'organisation pour cet événement qui était vraiment cool et qui n'est pas fini, mais voilà, comme ça c'est fait, je suis sûr de ne pas l'oublier. Pourquoi je vais vous parler de veille technologique? Parce que ça fait moi une quinzaine d'années que je fais du PHP et dans toute ma carrière, la veille, ça a toujours été un sujet un peu serpent de mer qui revient très souvent à chaque fois que je fais un entretien d'embauche, un entretien d'évaluation annuel. On parle toujours de la veille d'un moment ou à un autre, et donc du coup, je pense que c'est un sujet central qui mute un petit peu ces derniers temps avec des technologies comme l'intelligence artificielle, etc. Mais ce n'est pas du tout la question que je vais aborder aujourd'hui. Moi, je vais l'aborder d'un point de vue organisation d'équipe, donc plutôt d'un point de vue entreprise. Et voilà, et c'est parti. Au programme aujourd'hui, on va faire rapidement connaissance ensemble. On va faire un petit constat de ce que c'est la veille, de à quoi ça sert, quelles sont les limites, les dangers que représente la veille telle qu'on la fait tous les jours. Ensuite, je vais vous proposer de vous démontrer un petit peu notre solution en partant de l'inspiration de laquelle on est parti jusqu'aux éventuelles évolutions qu'on a prévues. Parce que ça s'inscrit dans quelque chose d'un petit peu plus grand que juste la veille. Et puis, ce sera le temps de conclure parce que c'est un petit talk de 20 minutes. Donc, merci d'être là. J'espère que vous n'êtes pas là juste parce que moi, je parle français. Et voilà. Allez, let's go. Donc, pour faire connaissance, je vous propose de faire un petit jeu. J'imagine que vous avez déjà joué au Qui est-ce quand vous étiez petit. Et donc, je vais vous proposer de tous lever la main, comme sur un petit plateau de Qui est-ce. Donc, merci de jouer le jeu et de tous lever la main. Magnifique, vous êtes trop beaux. Et après, vous allez la baisser au fur et à mesure si jamais ça correspond à quelqu'un d'entre vous. Donc, par exemple, si vous ne faites pas vraiment de veille régulière au quotidien ou régulièrement, vous pouvez baisser la main. Merci beaucoup. Également, si vous n'êtes pas satisfait de votre méthode de veille, donc par exemple, s'il y a des outils qui vous embêtent, si vous n'arrivez pas à la restituer correctement, etc. Si vous ne partagez pas le fruit de votre veille à vos collègues, par exemple, vous pouvez également baisser la main. Autre point, si jamais vos collègues ils n'en ont pas franchement grand-chose à faire de ce que vous racontez sur Slack, vous pouvez aussi baisser la main. Et j'ai une petite dernière, un peu tricky celle-ci, mais soyez honnête. Si vous n'êtes pas souscripteur à la tech letter de la FUP, vous pouvez également baisser la main. C'est une bonne source de veille. Donc n'hésitez pas. En tout cas, il y a quand même des très très bons élèves qui sont restés jusqu'au bout avec la main levée, donc félicitations à vous. Et pour les autres, ça va, on passe l'éponge. Maintenant que je vous connais déjà un petit peu, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis double J, Julien Joie. Je suis ingénieur PHP chez Equino depuis 7 ans maintenant. Et ça me tient à cœur d'être là aujourd'hui parce que moi aussi, c'est un peu une session anniversaire. Parce que j'ai fait mes 40 ans cette année. On dirait pas, je sais. Merci. Merci. Et ça fait 15 ans que je fais du PHP aussi, donc voilà, je suis très satisfait et j'ai toujours la foi, donc c'est super. Donc on va enchaîner assez rapidement parce que j'ai pas énormément de temps, donc on va faire le constat ensemble de à quoi ça sert la veille, qu'est-ce que c'est. Donc la veille concrètement, j'imagine que vous le savez, c'est un peu un poncif, mais au moins comme ça on repart tous sur des bases un peu communes. Ça va être là pour se tenir un petit peu informé de toutes les nouveautés qui existent sur l'écosystème. Nouveautés, nouvelles pratiques, nouvelles solutions, etc. Les failles de sécurité qui peuvent popper de temps en temps, les tendances du marché, arriver à les anticiper. Et ça permet aussi de se développer personnellement sur plusieurs points, développer ses compétences, développer sa curiosité, sa capacité d'analyse, sa capacité à synthétiser, à transformer les choses qu'on voit en veille dans les projets. Et développer aussi ses compétences en termes de conseil, donc au sein de sa propre entreprise ou auprès des clients pour lesquels on travaille. Mais cette veille qui est généralement individuelle, donc chacun fait un petit peu la veille de son côté, elle a des limites. Là ici, j'ai mis un screenshot de notre channel Slack sur lequel de temps en temps il y a des gens qui postent des liens de veille.
Et là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué déjà, mais il y a un petit souci sur ce screenshot, c'est qu'il n'y a malheureusement aucune réaction à ce lien. Et je connais la personne qui a posté ce lien et je sais qu'il ne se formalise pas dès le premier coup, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes, au bout de 3, 4, 5 fois que ça arrive, ils peuvent en avoir marre. En avoir marre, c'est soit ils arrêtent de partager, soit ils arrêtent de faire la veille parce qu'ils ne voient plus vraiment l'intérêt. Donc voilà, ça c'est l'essoufflement. Mais des dangers, il y en a plein d'autres. Il peut y avoir après des problèmes de staffing dans votre boîte. Peut-être qu'on ne vous donne pas assez de temps pour faire la veille. Peut-être qu'il y a trop d'informations, trop de sources de veille différentes. Donc là, potentiellement, des outils nouveaux peuvent peut-être vous aider. Il y a peut-être des problèmes d'orientation technique, etc. Bref, il y a plein de sujets. Là, ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'est ceux qui me sont venus comme ça très rapidement quand j'ai fait la slide. Donc je suis persuadé qu'il y en a au moins l'une d'entre elles qui correspond à une situation chez vous. Il y en a une que j'ai rajoutée un petit peu à part parce que c'est quelque chose qui, moi, me vient de plus en plus. C'est quand on fait de la veille et qu'on essaie de la partager dans sa boîte, on aimerait bien que c'est un impact un petit peu plus global que juste sa propre personne. Et donc du coup, comment arriver à avoir ce levier-là? Ces dangers individuels, ils s'accompagnent aussi de limites un petit peu plus collectives. Donc là, si on prend un petit peu la vision d'entreprise, la vision de l'organisation, toutes ces sources de veille, la multiplicité des personnes qui font la veille, chacun dans leur coin, qui la restituent de manière différente, chacune, ça peut avoir des petits impacts sur on va dire la source descendante de l'objectif technique qu'a envie de diffuser l'entreprise. Il peut y avoir aussi un problème de consistance justement entre ces différentes façons de restituer et une dissonance peut-être parfois entre ce que l'entreprise aimerait que vous développiez pour elle en recherchant des choses, en faisant de la R&D et des liens de veille que vous allez parfois voir et qui ont un très bon intérêt pour vous, mais pas forcément exactement pour la boîte. Donc ces limites collectives, on va essayer de les gommer, ainsi que les dangers individuels. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les gommer au maximum. Ce ne sera jamais parfait, j'imagine, mais voilà. Donc là, l'objectif de tout ça, c'est de réfléchir à une organisation d'entreprise qui permet de trouver une solution à ces problèmes. Donc nous, notre inspiration, elle se puise dans, on va dire, plus d'un siècle de recherche dans les sciences sociales, les sciences cognitives. Je ne vais pas faire toutes les dates, parce que 20 minutes, c'est vraiment trop court. Mais en gros, voilà, on part vraiment de la base avec donc John Dewey qui va dire en fait, on apprend en faisant. Et effectivement, quand on fait quelque chose, on l'assimile beaucoup plus par le geste. Je saute directement en 77 à Albert Bandura, qui va lui dire que les interactions sociales sont au centre de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que c'est en discutant avec quelqu'un, avec un expert, en faisant avec lui, ensemble, avec ces interactions-là, qu'on implémente vraiment les apprentissages. Et ensuite, en 91, on a donc Wenger et Leib qui ont développé une théorie selon laquelle, effectivement, donc ils s'appuient aussi sur l'historique, mais qui s'inspire de ça pour dire que les personnes apprennent effectivement par les interactions sociales, par la pratique, et en développant une identité collective avec leurs pairs. Donc ça, ils l'ont développé en 91, et Wenger a continué, et il continue d'ailleurs toujours à développer cette théorie sous le nom des communautés de pratique. Donc les communautés de pratique, donc c'est défini comme un groupe d'individus, un groupe de personnes qui va se rencontrer autour de sujets qui les passionnent ou des problèmes qu'ils peuvent avoir pour développer leurs compétences, favoriser leur apprentissage autour d'interactions régulières. Ces communautés de pratique, vous les avez déjà retrouvées. Donc elles se basent sur 3 piliers. Donc l'engagement mutuel, donc les interactions sociales. Donc ça va être des rituels potentiellement à mettre en place. Une entreprise commune
où là, le travail guidé a toute son importance. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un expert qui va être au centre un petit peu des discussions qui va définir les objectifs tout en laissant un petit aspect démocratie au sein des communautés pour pouvoir rediscuter de ces objectifs ensemble, pour pouvoir se les approprier. Et le répertoire partagé, ça va être de développer cette fameuse identité collective grâce à des outils, des ressources, un vocabulaire des fois vraiment dédié à la communauté. Donc ces communautés de pratique, dans la tech, ils ont déjà été implémentées soit dans la méthodologie agile sous le framework SAFe. Donc ceux qui l'ont déjà fait ont peut-être déjà entendu parler des communautés de pratique parce que c'est une des briques de ce framework. Donc c'est très orienté projet, donc résolution de problèmes. Et Spotify, qui l'a aussi implémenté dans son modèle dans les années 2010, donc je crois que c'est 2012, où ils ont appliqué ça à l'ensemble de leurs équipes techniques dans leur entreprise de produits, développement produit. Donc nous, on s'est appuyé plutôt sur le modèle Spotify parce que le modèle Spotify versus la partie Agile Safe permet une autonomisation un petit peu plus importante des communautés de pratique. Donc là, ici, on les a appelés les squads. Il y a beaucoup de vocabulaire qu'on a repris du modèle Spotify. Ils ne sont pas forcément tout à fait exactement les mêmes que dans le modèle Spotify, parce qu'on est comme ça, on aime bien aussi s'approprier les termes. Donc là, vous voyez qu'on a donc chez Equino plusieurs affinités dans l'équipe PHP. Et donc, on a défini des différentes squads techniques, donc, qui sont à chacune lead par un expert. Donc pour répondre aux besoins de l'objectif partagé. Chaque équipe va travailler ensemble donc pour favoriser les interactions et produire une réification donc sous forme de livrables. On a un coordinateur qui va permettre de faire un petit peu la cohésion entre les différentes personnes, développer des outils éventuellement s'il y a besoin, et un facilitateur qui est là en cas de problème. Concrètement, voilà ce à quoi ressemble à l'heure actuelle le fonctionnement d'une squad. Donc là, c'est la squad Drupal, dont je suis le leader. Voilà. Aujourd'hui, on va dire que je gère l'organisation et l'orientation technique de cette squad, mais comme je vous l'ai dit avant, on discute au cours du mois, au cours des mois qui arrivent, de l'évolution de cette squad, savoir quels sont les objectifs peut-être plus sur le long terme. Et donc tous les membres de la squad se réunissent donc sur des points de suivi hebdomadaires de environ 30 minutes. Ces points de suivi, on parle justement de ces objectifs, on parle de la veille qu'on a faite. Et au lieu de partager directement les liens sur Slack, on va en discuter ensemble, on va identifier les liens. Et c'est là où on a un intérêt, c'est qu'on va réussir à apporter une critique constructive, une critique d'entreprise, vraiment une vision propre à Equino sur chaque lien qui va être proposé ensuite en interne. Ensuite, en parallèle de ça, il y a un travail de groupe qui peut être fait donc, sur des chantiers un petit peu plus long terme, des chantiers fil rouge, donc soit en binôme, en trinôme, ça peut être du pair programming, etc. Je parle de binôme ou trinôme parce que pour l'instant, on n'est que 4 dans cette squad. Je le mets en dessous, mais je pense que c'est essentiel de le dire, c'est que en tant qu'entreprise, il faut favoriser ça et permettre aux développeurs, aux ingénieurs d'imputer sur une ligne de veille. C'est extrêmement important et j'espère que tout le monde en a bien conscience. Le premier livrable de ces squads, ça va être le rapport de veille, donc mensuellement, via les GitLab Pages. On va, avec Hugo, générer un site statique qui va reprendre l'intégralité du travail de toutes les différentes squads qui auront donc soumis une merge request et qu'on va merger sur main. Une fois qu'on a fait ça, ça génère le site statique et ça le publie en interne. Donc ça fait un petit peu partie du répertoire partagé parce que on a du vocabulaire commun entre toutes les squads, mais au sein de chaque squad, chacune est totalement autonome et peut tout à fait développer ses propres outils en interne. Ce rapport de veille, donc ça fait un petit moment, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant qu'on l'utilise. Et donc on a un premier retour assez intéressant sur cette veille-là. Il y a moins d'essoufflement des personnes, puisque effectivement on parle ensemble de ce que les gens ont trouvé, donc on voit un intérêt.
Alors, il y a des filtres parfois. Quelqu'un va proposer un lien, on va dire ça rentre pas vraiment dans le cadre qu'on s'est fixé, etc. Donc, mais on en discute. Il y a une critique constructive, comme je disais tout à l'heure, une vision d'entreprise qui est plaquée dessus. Et il y a un meilleur monitoring aussi de l'entreprise sur quels sont les sujets qui sont couverts par les équipes techniques. En négatif, on pourrait dire que vu que ces squads sont sur la base du volontariat, il y a des gens qui ne sont pas forcément volontaires pour entrer dans ces squads-là, et du coup, ça peut être un peu parfois une petite voie d'impasse pour ces personnes. Donc, c'est à nous, derrière, de venir relancer de temps en temps, faire de l'incentive pour dire revenez dans les squads, proposez votre aide, etc. On a d'autres livrables. Ces squads-là ne sont pas là que pour faire de la veille. Donc c'est là où mon titre il est un petit peu faux, le titre de la conférence, c'est que du coup, ça ne concerne pas que la veille. Ces squads techniques, donc ces communautés de pratique qu'on a appliquées chez nous, elles vont servir à développer plein d'autres choses qui sont très difficiles généralement à lever comme engagement au niveau des équipes en interne. Donc les squads techniques sont responsables aussi des contributions open source liées à la squad, de développer des démos, des skeletons, des articles, des rex, etc. Tout ceci là, ça favorise vraiment la culture technique de l'entreprise, où on a vraiment l'impression que même les gens en dehors de leur projet sont concernés par des sujets techniques qu'ils apprécient. Donc là, on en est où aujourd'hui? On en est à la fin de la phase 1, où on a fini le pilote PHP. Donc pour l'instant, il n'y a que l'équipe PHP qui utilise ce modèle de squad. On est en phase de Rex, et l'objectif ensuite derrière, ça va être éventuellement de pouvoir le mettre à l'échelle. Le mettre à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a que des squads PHP, mais on a d'autres pôles techniques chez Equino. Ça peut être du front, du Java, ça peut être ça peut être d'autres choses, du DevOps, etc. Ces autres pôles, on aimerait bien qu'ils puissent appliquer le même modèle. Pour un point en particulier, ça va être pour les points transverses. Donc, par exemple, si on a des gens dans des squads qui disent est-ce que Jujitsu va surclasser Git dans les prochains mois, prochaines années, ça sera intéressant de le savoir. Pour lever un peu ces signaux, on va appliquer un nouveau rôle qui est aussi issu du modèle de Spotify, qui est le guide leader, qui va permettre de détecter ces signaux-là et de commander des études qui vont être trans-squad, donc un petit peu à traiter par l'ensemble des squads. Ça peut être, donc là j'ai dit ça peut être du tooling, ça peut être donc sur des sujets IA qui sont vraiment transverses à toutes les technos, mais ça peut être plein d'autres choses. Là aujourd'hui on a déjà des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Donc sans qu'on l'ait vraiment cherché, on voit que ce qu'on a fait en interne, ça peut facilement s'externaliser, ça peut s'ouvrir à l'extérieur. Donc on a juste 2-3 changements à faire et on peut très bien publier notre rapport de veille à l'extérieur et gagner en visibilité technique auprès du marché. Et ça peut facilement venir alimenter notre tech radar. Donc là je fais une petite pub, mais Equino développe un tech radar comme beaucoup de boîtes pour voir un petit peu les adoptions, des nouveautés, voir qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier, etc. Et donc ça peut venir faire une connexion beaucoup plus directe entre on va dire les comités techniques qui décident des orientations vraiment techniques de l'entreprise et les ingénieurs qui sont vraiment au plus proche du terrain, ceux qui font quoi. Donc ça favorise l'adhésion notamment de tout ça. Et il est déjà le temps de conclure, je suis désolé, c'est assez rapide, mais donc je fais un petit résumé, mais donc nous on a appliqué les communautés de pratique et notamment le modèle Spotify au sein de notre entreprise chez Equino, pour le moment que sur les équipes PHP, mais c'est voué à partir en échelle. On a déjà de nombreux gains. C'est difficile de le mesurer pour le moment parce qu'on est encore en train justement de construire tous ces retours. Donc il y a des formulaires, etc. qui vont partir, d'autres formulaires encore, pour récolter un petit peu le retour de tout le monde. Donc je les ai listés ici, on en a déjà parlé. Et on a aussi détecté, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, des nouvelles opportunités. Donc pour nous, c'est que du plus, quoi. Je vous ai mis quelques ressources parce que en 20 minutes, c'est très très difficile de développer des théories, parce que effectivement les théories des sciences sociales c'est un sujet extrêmement vaste,
Si vous partez dans une bibliothèque technique là-dessus, vous pouvez y passer la journée. Donc voilà, je remercie Nicolas Pérussel qui est ici présent, parce que c'est lui qui a la parentalité la paternité de ce sujet au sein d'Equino. Et donc voilà, merci à toi. Et merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions, mais potentiellement. Ok, bah, si quelqu'un veut se lancer. Et sinon, après. Ok, merci. Oui, donc je disais merci pour la présentation. C'était très technique et en fait, si on rentre dans le cadre global d'une entreprise, il y a toute la version produit. Comment est-ce que tu arrives à vendre auprès je sais pas, de tes collègues non tech 1 ou 2 heures du temps par semaine? Voilà, comment tu as pu vendre ça? Parce que ça prend pas mal de temps, notamment sur les petites équipes. Alors, de mon point de vue, ça ne prend pas énormément de temps, puisque ce temps de veille, on le demande, comme je le disais au début, on le demande aux ingénieurs, vraiment à chaque entretien d'évaluation, on demande à chaque fois aux ingénieurs, qu'est-ce que tu fais comme veille? Et en fait, au lieu de les laisser faire leur veille tout seuls dans la boîte, on les oriente. Donc pour moi, c'est important de pointer ce temps et de leur donner. Ensuite, comment le vendre? Il y a plein de stratégies, mais je pense que les leviers d'innovation dans la boîte sont un levier vraiment incontestable, où le développement des pratiques techniques de l'entreprise, au final, ça sert à l'ensemble de l'entreprise et aux clients. Donc c'est un peu comme comment on vend l'open source à nos clients. Pour moi, c'est pas forcément une question de moyens, c'est juste une question, on va dire, commerciale, de bagou, plutôt, et d'arriver à le dire, en fait, simplement. Je pense que les clients sont capables de l'entendre. Petite question, quels sont, toi, tes outils de veille préférés ou tes sources de veille préférées? Alors, moi, je suis dans la tech Drupal, dans la squad tech Drupal, donc ça va être très ciblé. C'est aussi l'intérêt d'avoir des squads techniques, c'est que du coup, le prisme est vraiment très pointu, et du coup, on n'a pas énormément de sources. Moi, j'en ai quand même quelques-unes, mais je pense pas que ça va forcément te parler si tu fais pas de Drupal. Mais il y a des sites qui font de l'agrégation justement de plein d'autres sites de veille, de blogs techniques, on va dire de cadors de la communauté Drupal. Et ensuite, derrière, ça va être se mettre en star sur des dépôts, se mettre en star sur des projets Drupal un peu innovants pour voir les évolutions, etc. Donc, en fait, l'outil va plus être à développer en ce moment sur l'agrégation, le recoupement potentiellement par l'IA, pour dire, OK, il y a des doublons sur certains sujets, il y a des sujets qu'on a déjà vus, donc on ne les fait pas remonter. Mais voilà, je n'ai pas de source précise à donner, on va dire. Outils, mon navigateur, ou des remontées des fois sur Slack, tu vois, des remontées RSS, etc. On ne va pas pouvoir continuer sur les questions. Ouais. Merci. Mais après, je suis dispo si tu veux. Merci.